Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Bonjour. Quel café infecte? Bon, pourquoi t'en bois? C'est dégueulasse. J'ai jamais ça, une tasse devant moi. Non? M'abstiens. Ah, toi, tu t'abstiens, c'est ça. C'est pour ça que t'as une vie drôle, toi. Il passe son temps à s'abstenir. Quelle vie! Quoi? Hey, la règle mathématique. 30, Oui. 30 divisé par 6. 5. 5. Le 5 mai dernier, Jean Brault, du scandale des commandites, écopait de 30 mois de prison. On est 5 mois plus tard. Il s'en va en maison de transition, puis très bientôt, la liberté totale. Donc, tu fais de la numérologie? Ah toi? oui, moi j'aime ça. Ben, c'est comme les codes secrets. Quand je suis les condamnations données par les juges aujourd'hui, je sors ma calculette puis je dis voici le coût réel. Tu sais, c'est comme un commerçant. Tu veux savoir ton vrai cost, comme on dit. Oui. Tu sais, le coût réel pour Jean Brault, ça aurait été un peu plus de 5 mois de prison. Mais ils sont tous à l'extérieur. Ils sont tous à l'extérieur. Ben, c'est-à-dire que Guité attend évidemment une décision de la Cour d'appel. Mais ce qui est intéressant de constater, Quoi? c'est que dans à peu près 5 ou 6 semaines, non, même pas, dans quelques semaines, ça va faire aussi 2 ans que la première partie du rapport Gomery a été rendue publique et remise à la GRC. Oui. 2 ans. Et 2 ans. on enquête donc, toujours. Non, ben, la question à laquelle on est confronté ce matin, c'est beaucoup plus... Est-ce que Gomery, c'était une fabulation d'un juge qui a entendu un paquet de monde puis que ça valait pas grand-chose, ou si la GRC est vraiment incompétente? Est-ce que la GRC est incompétente à ce point-là? 2 ans. Mais tu sais, le fait qu'il n'y ait pas eu de politiciens d'arrêter ni emprisonnés, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits en politique. Il y a beaucoup de langage verbal. C'est dur à prouver, ça. C'est pas grave. Il y a beaucoup d'ambiance. On a fait une enquête, on a découvert un système. Il y avait quelqu'un dans le système. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'aller plus loin? Jean Brault, là, c'est à faire des photocopies de rapports, 1,2 million de T-tax puis de mes-tax. Mais lui, on a une preuve documentaire. Mais quand un chef de cabinet d'un PM appelle pour donner des ordres à Guité, où est-ce qu'elle est la trace? Il n'a pas de trace. Ouais. C'est ça le problème. Tout se fait verbalement. Donc, les plus grandes magouilles se font verbalement. Donc, on est condamné à ne presque jamais rien. Non, c'est fini. De ça. Faut tourner la page là-dessus, c'est terminé. J'aimerais ça attirer ton attention aussi sur ce que j'ai lu ce matin. Un texte de Louis Lapointe, qui est l'ancien directeur de l'École du barreau du Québec. Louis Lapointe écrit dans Le Devoir au sujet de la nomination des juges, et il fait part de son opinion en disant la chose suivante. Ce ne sont pas nécessairement les avocats les plus compétents qui deviennent juges. Ce sont les avocats les plus influents et les mieux branchés. Donc, ceux qui ont le plus de dettes politiques et d'attaches économiques. Donc, le juge Robert de la Cour d'appel, le juge en chef du Québec, c'est parce qu'il avait fait des bons états de service au Parti libéral qui a été nommé à la Cour d'appel? On ne peut pas dire ça particulièrement d'un individu. Je pose une question. On va se faire poursuivre. Attention, là, je pose une question. Non, il a été président du Parti libéral du Canada. Il a été président du Parti libéral du Canada. C'est lui qui avait dit que les souverainistes n'avaient pas assez de plomb dans la tête pour être juge. Ouais. Mais ce que suggère l'école, ce que suggère cet ancien directeur, M. Lapointe, c'est qu'on devrait, avant de nommer quelqu'un juge, le questionner sur son cabinet, ses relations professionnelles, ses amitiés politiques. Comme ça se fait aux États-Unis devant le Sénat avant de nommer un juge à la Cour suprême. Ouais. Tout à fait d'accord. Parce que ce qu'il y a d'étonnant quand on lit ça, c'est que quand tu parles d'un avocat aux gens, si tu fais un sondage, tu vas t'apercevoir que la crédibilité d'un avocat, bien, il y a à peu près seulement 20 de la population qui lui accorde de la crédibilité. Ouais. Tu prends le même gars, tu lui mets une toge, ça tombe à 80 C'est pourtant le même gars qui a la toge. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote, mais je nommerai pas de nom. Moi, je connais un juge à Longueuil, dont je vais taire le nom, qui m'a dit... Non, mais c'est parce que je veux pas l'embêter. Okay. Qui m'a dit, il dit, Stéphane, il dit, moi, j'aimerais ça être nommé un juge de plus haute fonction, il va falloir que j'en parle à ton député. Le chemin était clair. Ouais. C'est par là que ça passe. C'est des nominations politiques. Mais pourtant, il me semble qu'on avait placé des pions pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de possibilités pour tout le monde de devenir juge. Sauf que la décision finale appartient toujours au ministre de la Justice. Bon, tant que ça appartient à un ministre... Mais ça, c'est bien. Est-ce qu'il va être convoqué à un comité de discipline? Il est quasiment dit que les juges qui sont là, on peut se poser des questions. Ils ne supportent pas l'administration du système de justice. Tu penses que le barreau pourrait... Oui, le comité de discipline. Monsieur Maître Lapointe sera-t-il convoqué? Mesdames et messieurs? Oh, c'est bête. Tu voudrais traîner, tu voudrais entrer... Mesdames! Ça a failli, hein? Hey, là, au troisième étage, ici, ça a tremblé. Commence pas ça. J'ai eu chaud. Commence pas ça. Hey, je regarde... Tant qu'à être dans ces pages-là du Devoir, ici, page 9... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Non, mais Pierre-Carl Péladeau,
écrit sa pensée sur ce qu'il demande comme décloisonnement au niveau des salles de nouvelles entre sa télévision et son journal de Montréal. Même ses journalistes sont contre lui? Non, mais c'est pas ça. Quand Pierre-Carl Péladeau veut exprimer une idée en profondeur, il le fait pas dans son journal, il le fait dans le Devoir. Pourquoi? Il y a 26 000 lecteurs dans le Devoir, il y en a 200 000 dans le Journal de Montréal. Est-ce que c'est un pied de nez à ces journalistes ou c'est parce qu'ils pensent que ces lecteurs ne le comprendront pas? Bien, il y a un mot obsolète qui a été utilisé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, obsolète? Démodé. Ah, merci, Richard. Bon, alors, il dit... Alors, c'est sûr qu'il aurait dû changer ce mot. Parce que quand il dit dans sa lettre... T'es aussi insultant que lui. Ah, mais c'est ce qu'il doit penser. Il l'écrit dans le Devoir. Et c'est pas la première fois qu'il écrit dans le Devoir. Non, c'est vrai, je l'ai vu dans le passé. C'est pas la première fois. Quand il y a des petits conflits, son opinion, il y a mieux la passer à quelques intellectuels qui lisent le Devoir. C'est dans la section idées. Oui. Est-ce qu'il y a une section idées dans le Journal de Montréal? Il y a la section des décès. Idée perdue. Ah, courrier du lecteur. Idée passée. Dépassée. Non, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il dit qu'il faut lever la réglementation entre les salles de nouvelles. Et pourtant, ça fait partie là, de la base des licences qui sont accordées aux radiodiffuseurs comme aux télédiffuseurs, de façon à protéger les différentes sources d'informations pour la population. La convergence. Mais Chantal Paris l'a dit. Mais une fois que tu l'as eu, ta licence, tu retournes au CRTC et tu dis changez-moi donc ça parce que ça marche plus mon affaire, je peux pas faire d'argent comme ça. Mais moi, j'ai une solution. Pourquoi? S'ils font pas d'argent en radio ou en télévision, pourquoi ils veulent tous avoir des licences? C'est pas vrai. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai une solution. Donne-moi une explication à ça. Les journalistes du Journal de Montréal qui protestent contre leur patron ce matin devraient aller chez Sears. Pourquoi? Aller voler des petites culottes. Aller voler des petites culottes puis des brassières pour dénoncer la convergence. Non, c'est une camisole. Ah, c'est une camisole? C'est une camisole que ça prenait. Est-ce que tu avais la grandeur? C'était une 32B ou une 32D? Je sais pas. Là, je fouille dans mes journaux. Je cherche autre chose. Qu'est-ce que tu cherches? Je voulais te parler d'André Pratt. Tant qu'à être dans les pages d'idées. Dans la presse, André Pratt, ce matin, dit, c'est correct, le PQ, tu te rappelles la semaine dernière, la nouvelle à l'effet qu'André Boisclair avait décidé de tasser ce qu'on appelle... Tous les chefs font ça. Tasser, tasser le programme un peu. Mais tasser l'idée première d'un parti, ça, c'est autre chose. Ah non? Comment? Il n'a jamais dit ça. Ah non? Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit qu'il fallait se faire élire, puis qu'il ne s'enfargerait pas dans les fleurs du tapis. Bon, c'est vrai, c'est correct, se faire élire. Alors que les gens avaient dit, dans une convention, que ça prenait un programme clair sur la façon de faire l'indépendance du Québec. Oui, ils l'ont fait. C'est dans le programme. Non. Oui, c'est dans le programme. Là. Mais André Pratt dit ce matin, puis ça, je trouve ça bien intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est correct qu'il fasse ça. Mais il dit la chose qu'on devrait lui demander de façon significative avant qu'il soit élu, c'est-à-dire pendant la prochaine campagne électorale, il faut demander à M. Boisclair de nous dire quelles questions allez-vous poser aux Québécois pour faire la souveraineté. Non, mais pourquoi? Pourquoi se pencher sur la question alors qu'on ne sait même pas si on va faire un référendum? Il y a des problèmes plus urgents que ça. Même Boisclair le dit. L'industrie forestière est en train de tomber. Écoute-moi, là. Il n'a jamais dit qu'il allait dire la question avant de se faire élire. Voyons donc. Non. Tu dévoiles tes armes aux ennemis comme ça. Tu veux savoir quelle sorte de gars tu vas avoir en face de toi comme premier ministre? Voyons donc, ils me disent, voulez-vous l'indépendance, la souveraineté, l'association, voulez-vous être un État? Tu changes d'idée comme tu changes de culotte. Je change pas d'idée comme je change de chemise. J'ai pas d'affaire à dévoiler la question référendaire 4 ans d'avance pour me faire battre par le fédéral après. Non, pas de question de te faire battre. Voyons donc, aux gens le depuis qu'on fait la guerre, on dévoile notre stratégie. On veut savoir qui est-ce qu'on va choisir. Que c'est? On veut savoir qu'est-ce qu'il y a Quand on va voter sur un référendum, on choisira pas un premier ministre, on va choisir un pays, oui ou non. Oui, mais tu sais comment ça peut C'est au-delà des hommes politiques. Tatillonner le monde sur la question. Une question que le monde comprend pas. La question de 80. Donne-nous la question. Ça comprenais-tu, toi, la question en 1980? Oui. 120 mots. Pire que la loi de l'impôt. Je sais. Fallait-tu être cave pour poser une question de même? Je sais pas quel épais qui aurait rédigé ça. Oui, mais André Pratt dit pas ça. André Pratt dit simplement, on veut savoir si votre question va faire allusion à une association avec le reste du Canada. Il est trop tôt pour parler de ça. L'association, ça va se négocier après la séparation. Oui, mais ça dépend. Une négociation, ça se mène avec deux parties qui veulent bien négocier. Ben non. Penses-tu que le Canada voudra pas négocier avec nous autres alors qu'on casse le pays en deux? Voyons, on est au bat, ça va être nous autres qui va être gagnants là-dedans. Le Canada va être à genoux. Michel Giroir le dit, le Canada n'est grand qu'à genoux. Non. C'est parce que j'ai pas de machine ici pour te faire jouer quelques-unes de tes déclarations sur justement la souveraineté. Tu te contredis. Non. J'ai pas dit que je voterais oui à la souveraineté, mais on commencera pas à parler de la question. Ça n'a rien à voir avec André Boisclair, la question. C'est un choix de pays qu'on fait. C'est au-delà des politiciens. Moi, au référendum, j'irais pas voter pour Boisclair ou Charest.
Je vais aller voter pour le Québec ou le Canada. C'est tout. Oui, mais pourquoi qu'on ne peut pas savoir quelle question? Ben, ça change des quoi? fois qu'elle serait vicieuse, la question. Oh, ben, tu nous prends pour des caves. Ben, on n'est pas capable de détecter. Regarde ce que tu as dit la dernière fois. C'est une question épaisse. Bon, 120 mots, alors, 3, 4, 5 virgules, des points virgules, des 2 points. Peut-on savoir s'il va être moins épais que le précédent? C'est parce qu'elle était incompréhensible. Moi, la question, c'est voulez-vous devenir souverain, oui ou non? Point. Ben alors, c'est facile à dire. Alors, pourquoi il ne le dirait pas? Ben, ça va être que ça va être juste ça. Que ça va être juste ça, ça ne portera pas sa couleur de la margarine. Ça, je peux te le dire. Bon, OK. Parlant du PQ, ils ont perdu un autre député s'en va, Stéphane Tremblay. Ah oui, mais on a-tu connu ce gars-là? Ben, écoute, au lac, il est connu. Ah, c'est le gars du bloc qui était sorti avec sa chaise. Oui, c'est ça. Il ressemble à Geoffroy, notre recherchiste. Oui, mais c'est ça, ce gars-là, ça a été, à 22 ans, il était député. Là. C'était le plus jeune, je pense. Regarde ça sur des vieilles photos. Là. Mais c'est le gars qui avait amené sa chaise à Ottawa. D'Ottawa, oui. Mais là, il y a un jeune enfant. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Il veut s'occuper de sa famille. Je sais pas. Pourquoi? Tu penses que c'est ça, toi? Les défections au Parti québécois, tu penses que c'est ça? Il était sûrement pour rentrer. Qui est-ce dans ce coin-là qui pourrait passer du bloc? Michel Gauthier! C'est un très bon, ça aussi. Oui, faut écouter. Qui est-ce qui pourrait passer du bloc au Parti? À part Michel Gauthier, je pense pas. Je pense pas. Là, il se refait une santé, il va revenir. Je l'aime bien, moi, Michel Gauthier. Ah oui, mais... Tu aimes-tu, toi? Oui. Oui, c'est un gars intéressant à écouter. Oui. Pas obligé de toujours être d'accord, mais moi, j'aime les écouter pareil. Hein. Je suis pas comme un péquiste obtus là, qui dit t'as pas le droit d'avoir d'opinion si tu penses pas comme moi. Au fond, ça prendrait quasiment, au PQ, là, ça prendrait la gang du Bloc. Se débarrasser des vieux péquistes puis prendre la gang du Bloc, amener ça à Québec. Le chef du Bloc aussi, tant qu'à y aller? Penses-tu que le résultat serait différent? Ben, ce serait... On verra. T'oses pas. Harper et son plan son plan en vert, qu'on ne connaît pas. C'est ça, évidemment. Fermez-vous à la gueule, là. Vous faites aller à la gueule, les écologistes. Là, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le projet de loi. Ça va être la semaine prochaine. Mais oui. Pourquoi qu'ils sont à la gueule, Stephen Guilbeault? Oui, mais parce que c'est l'industrie de la pancarte. Tout le monde est toujours prêt à dire quelque chose contre un gouvernement. Oui, mais Ronan Ambrose a dit des niaiseries cette semaine. Elle est allée devant le comité parlementaire, a dit les libéraux ont acheté pour 100 millions de crédits de carbone selon Kyoto, c'est même pas vrai. Bon, mais peut-on juste rappeler combien les libéraux ont mis dans le fameux programme? Attention, là, Ronan Ambrose dit n'importe quoi. Elle induit la Chambre en erreur. Est-ce que c'est parce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est compétente? On finit par se poser la question, là. Bien, ça doit. Voyons donc. Comment ça doit? Ça doit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a les cheveux noirs. Est-ce qu'elle se teint les cheveux? C'était une ancienne blonde? Non, c'est sûr que c'est pas une ancienne. J'ai regardé ses repousses. Ici, ses racines, ils sont réellement noirs. Les racines sont réellement noires. C'est l'exception qui confirme la règle, madame. Ça doit être une erreur. Ça doit être tout simplement une erreur. La fatigue, le surmenage. OK. Alors, faut qu'on fasse une pause. Je te pose une question. Une courte question. Est-ce que tu es assez intelligent pour faire les devoirs de tes enfants? C'est difficile parfois. Hein? Tu comprends pas? Avec le nouveau programme, oui, ça m'arrive souvent. On va en parler tout de suite après, mais notre sujet ce matin porte évidemment sur les fermetures d'usines. C'est catastrophique ce qui se passe dans l'industrie du bois. C'est une catastrophe pour bien des régions, un peu partout au Québec. Des milliers et des milliers d'emplois ont déjà été perdus, puis il va y en avoir d'autres, puis ça va continuer. Puis la question qu'on vous pose ce matin, est-ce que l'industrie forestière va entraîner la mort des régions au Québec? Je vous donne tout de suite nos numéros de téléphone pour nous rejoindre ce matin. À Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1877-790-3535 ou Internet, www.dqs.ca. Bon, je te parlais des devoirs de tes enfants. Là. Deux parents canadiens sur 3 sont incapables d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Au Québec, c'est 1 sur 2. C'est un peu mieux que dans le reste du Canada. Ça s'explique comment? Qu'est-ce que tu veux dire, la différence entre les Canadiens anglais et nous autres? Ouais. Tu l'aimes, ma question? Hein? Tu fais attention, là? Eh, bon en maudit. C'est parce que les Canadiens anglais, moi, je pense, ont moins d'enfants. C'est pas ça, pas. Non, écoute. Non, mais avec les nouveaux programmes, moi, ça m'est arrivé de superviser les devoirs à la maison, puis je suis incapable de comprendre ce qu'ils apprennent. Et pourtant, tu es allé à l'école longtemps, comme on dit. Là. Oui, la preuve, c'est que je paye encore. Mais faire du sudoku,
En faites-vous du sudoku, vous autres? Moi, j'ai essayé de comprendre. Mon gars de 11 ans fait du sudoku. Ah oui? Des syllogismes, ça ressemble à de la philo. Combien de grammes de son faut-il pour faire une chanson? Qu'est-ce que c'est ça? À quel âge? À quel âge? Quel âge quoi? À quel âge qu'on pose cette question-là? Oh, dans le cours du primaire, c'est le nouveau programme. Tu sais, le complément d'objet direct placé avant le verbe avoir s'accorde en genre. Ça, je peux te l'expliquer. Ouais. Mais le reste, c'est maudite quétainerie de sudoku, je suis pas capable. Mais pourquoi ils ont introduit ça? Ça fait pas partie des nécessités pour un enfant. Ça fait pas. Tu sais, un enfant, il a besoin de savoir lire, écrire. Lire et compter. Compter. Ben oui. Hey, écoute, ils apprennent des choses qu'on apprenait en secondaire 4 de l'histoire du Québec. Hey, si tu t'en vas en musique, tu apprends comment ça se fait de la musique. Mais si tu vas pas en musique, là. Non, mais un enfant de 10 ans, as-tu besoin de savoir que Port-Royal a été fondé par Gasdemont en 1604? Dans ce coin-là. Tu as vu ça dans le livre d'histoire? Oui! Alors qu'on apprenait ça en secondaire 4? Quand tu vas plus loin, oui. Là, quand tu vas aller plus oui, loin, ça tient pas debout. C'est très, très difficile. Même lire le bulletin, c'est un épopée en soi, là, essayer de le comprendre. Ça veut dire que les enfants, quand ils arrivent à la maison et qu'ils disent « j'ai des devoirs à faire », ils peuvent faire n'importe quoi, le parent comprend. C'est une job de bras. C'est une job de bras à faire. C'est très compliqué. Est-ce que tu penses que la table de pilotage est là-dessus? Est-ce que tu penses que la table de pilotage... Oui, dans ce cas-là, on s'est enfargé d'un fleur du tapis. Toi, je sais qu'à ton âge vénérable, tu as de moins en moins l'occasion. Bon, je veux parler de l'industrie forestière. Je sais que toi aussi, ça te touche. Là, oui. Quand tu regardes, encore hier, 700 emplois. On est rendu au-delà de 9 000. Ça va se rendre à 11 000 d'après les projections. Facilement. Juste pour l'industrie du bois. Et là, évidemment, le gouvernement est aux prises avec cette situation-là. Puis il fait quoi, d'après toi? Qu'est-ce qu'il peut faire, d'abord? Rien. Rien, hein? J'en suis rendu à ce point-là. L'industrie forestière, là, c'est pas la première fois que ça va mal. Souvenons-nous, dans les années 60, ça allait tellement mal qu'il a fallu fermer 10 villes. Vous en souvenez, les gens de la Gaspésie qui vous nous écoutez, là? 10 villes qu'on a fermées, dont la ville d'origine de mon père. Et ça a été fondé dans les années 30. Ça. Toutes ces occupations-là du territoire, ces villes mono-industrielles-là, ça a été fondé dans les années 30, on disait, allez coloniser. Moi, mon grand-père a eu une subvention de Maurice Duplessis pour qu'il marie ma grand-mère, qu'il fasse des petits en région. Il a travaillé dans les moulins. Il y a eu 5 moulins à Saint-Octave-l'Avenir, au plus fort là, du développement économique des années 50. Ils ont tous fermé. Oui, mais c'est à cause de quoi? À cause du ralentissement économique, du manque de ressources, des problèmes syndicaux et tout ce que tu voudras. Ça a tout fermé. Fait que tout le monde s'est ramassé sur le BS, on a fermé le village, on a déménagé à Cap-Chaude. Je veux bien être d'accord là, qu'il y a moins de construction actuellement. Il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement. Mais malgré ça, c'est pas la première fois qu'il y a un ralentissement. Non. Malgré ça, l'industrie doit quand même vendre du bois à quelqu'un. Il y a sûrement du monde qui a besoin de planches de bois. Oui, mais Richard, on vit sur du temps emprunté. Quand tu as une ville qui dépend d'une ressource naturelle pour vivre, une ressource naturelle qui est épuisable, qui est victime des aléas du marché, la Chine va rentrer son bois bientôt. La Chine achète tous les droits de coupe sur la planète. C'est fini. Bon. C'est fini. La question... C'est se diversifier. Quand tu dis ça, la question est bien simple. Là. Les régions sont finies, le Québec est fini, Il faut se diversifier. Le Canada est fini. Le secteur manufacturier est fini. Cette industrie-là, comme bien d'autres, est dépassée. Le textile, le vêtement. On ne sera pas capable d'être compétitif, donc on ferme les régions. Non, il faut se diversifier, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais qui va aller s'établir à Chandler? Qui va aller acheter à Gaspésia? Personne. Voyons donc. C'est loin, ça coûte cher, le climat, tout ce que tu voudras. Tu commences à penser comme moi. Ben oui, mais c'est pas ça. Essaye de trouver un secteur. Tu commences à penser comme moi. Il n'y en a pas. J'ai pas dit qu'il fallait les fermer. J'ai dit qu'il n'y a pas d'avenir avec le plan qu'on a là actuellement. Ça marche pas. Tu peux pas domper de l'argent, c'est artificiel. Ouais. Ça, ils ont fait ça dans la chaussure il y a une quarantaine d'années. On dompait de l'argent jusqu'au jour où on a dit... moderniser, c'est pas vrai. Cascade a modernisé son usine à l'Ascension au Lac-Saint-Jean. 10 millions, ils l'ont fermé cette semaine. Ça donne rien, c'est pas ça. Il faut penser à autre chose. Mais c'est parce qu'on se pose peut-être pas la vraie question. C'est comment ça se fait que le bois qui est ici, qui est fait ici, coûte si cher quand tu peux en avoir du moins cher ailleurs. Puis pourtant, on a la ressource, on doit l'avoir. Mais tu te bats contre des gens qui gagnent 10 cents de l'heure. Ah, ben, pas partout. Là. En Chine, puis... OK. On va parler à Roméo Bouchard, qui est auteur, qui s'est penché sur cette problématique, là, justement, de l'industrie en région. Il est en ligne avec nous. Monsieur Bouchard, bonjour. Monsieur Bouchard? Allô? Allô? Est-ce qu'il est là, M. Bouchard? Ah, il devrait être là. Je ne l'entends pas. M. Bouchard? Oui, je suis là. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, très bien. Oui. Quelle est votre première appréciation quand on fait la somme là, des pertes d'emploi, des moulins à scie qui sont fermés, des villes qui sont condamnées à mourir? Quelle est l'appréciation que vous faites de la situation aujourd'hui?
Ben, je pense qu'on récolte ce qu'on a semé, malheureusement. La façon dont on a fait exploiter nos ressources naturelles par des grandes compagnies, sans condition, presque depuis un siècle, nous conduit à la faillite qu'on a maintenant. Les poissons sont disparus dans le fleuve et maintenant, ce sont les arbres qui sont disparus ou qui sont rendus au 55e parallèle, que ça coûte des fortunes pour aller les chercher. On ramasse rien que des allumettes, quoi. Alors, je pense que la vraie raison pour laquelle on a ce désastre-là actuellement, il y a bien sûr la mondialisation, le changement des besoins en papier, toutes ces choses-là. Mais la vraie raison, c'est qu'on a pillé la forêt et qu'on se retrouve avec maintenant au-delà de 200 villages qui vivaient de ça et qui sont menacés de disparition. Monsieur Bouchard, c'est pas la compréhension que j'en ai. La compréhension sur les fermetures qu'on semble vouloir nous faire croire, en tout cas, c'est que on n'est pas capable d'être compétitif sur le prix du bois. Ben oui, pourquoi? Il y a eu un grand dirigeant de compagnie qui l'a dit à la télévision, au téléjournal, il y a quelques semaines, parce que le bois qu'on va chercher actuellement nous coûte très cher. C'est ça, l'accès à la ressource coûte cher. On doit construire des chemins de 150 000 dans le bois. On arrive à sortir un voyage de bois par jour. Mais M. Bouchard, quand on dépend d'une ressource qui est épuisable, on s'entend parce qu'on n'a pas replanté aussi, donc on le savait que c'était voué à l'échec éventuellement, tôt ou tard. On vit sur du temps emprunté. On a traité de fous tous ceux qui le disaient, à commencer par Desjardins. Je pense qu'écoutez, je comprends pas pourquoi on se rend pas compte que le modèle d'exploitation des ressources, que ce soit la pêche, que ce soit la forêt, que ce soit l'agriculture, mène directement à la faillite des régions. OK, mais M. Bouchard... Hier, au colloque éolien... Oui. J'étais au colloque éolien à Amkoui, là. Oui, à Amkoui. On est en train de refaire la même erreur avec l'éolien. Ben regardez, là, je vous arrête. L'éolien aux compagnies. Monsieur Bouchard, vous en parlez de l'éolien, c'est important. La mairesse de New Richmond, Mme Appleby, dit « Je vais acheter, moi, l'usine, puis on va faire de l'éolien là-dedans. » Mais un coup que les poteaux sont faits, c'est du temps emprunté, c'est fini. Oui, mais si, par exemple, là j'entendais hier les compagnies qui font les parcs éoliens actuellement, à Baie-des-Sables et tout ça. Oui. Bon, ils vont laisser 1% de 2% de leur profit à la localité. À la localité. Et ils partent avec la caisse. Hein. Si c'était Hydro-Québec qui faisait l'éolien actuellement, et qu'on avait donné à Hydro le mandat d'en faire un levier économique pour les régions périphériques, on aurait une autre façon de développer ça. Oui, mais comment diversifier l'économie, par exemple, M. Bouchard? Parce que c'est ça, au fond de l'air de la guerre, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Comment diversifier à Chandler? Le maire Claude Cyr, qui est en train de tout perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je suis bien d'accord qu'on est en face d'une situation qui est presque insoluble actuellement. Parce que les dégâts sont tels. Voilà, on va donner de l'argent pour essayer d'aider l'industrie à se rebâtir. On annonce des gros montants. Mais ça ne remettra pas les arbres dans le bois. Ils ont fait ça avec le textile, ça remettra pas les poissons dans le fleuve. Non. Alors, voyez-vous, je pense qu'il faut reconstruire si on veut pas. Parce que là, l'idée de fermer les régions, il faut arrêter de niaiser avec ça, là. Êtes-vous prêt à Montréal à accueillir 1,5 million de personnes? Là? Parce que c'est l'évaluation que vous en faites. Les villages vont fermer puis les gens vont débarquer à Montréal. Ben écoutez, vous arrêtez pas de dire ça, là. C'est vrai. Mais M. Bouchard, dans les médias nationaux. C'est vrai. Êtes-vous prêt à recevoir 1,5 million de personnes, là, avec le valise demain matin mais à Montréal? Vous êtes d'accord, M. Bouchard, c'est vrai. Où allez-vous prendre le bois? Oui, mais M. Bouchard, c'est vrai, pareil, quand mon père a perdu sa job dans le moulin à Saint-Octave, il était allé, puis il est descendu à Montréal. Il y a bien des Gaspésiens qui ont fait ça. Oui, mais là, on avait, au moment où s'est faite l'urbanisation, le retour à la ville, il y avait c'est au moment où l'industrialisation déferlait et on avait besoin de main-d'œuvre à Montréal. C'est plus le cas. Et c'est pas pour rien qu'on a vidé les campagnes, c'est parce qu'on avait besoin d'ouvriers en ville. Mais c'est plus le cas. C'est pas le cas en ce moment. M. Bouchard, une dernière question. Est-ce que les salaires payés dans cette industrie-là sont pas aussi un peu en cause par rapport à la situation qu'on a? Moi,
c'est un autre des facteurs. Toutes ces grandes entreprises-là, finalement, pour acheter la paix, pour acheter le monde, ont cédé et ont donné des salaires qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de remplacer. C'est comme ça, le maire de Baie-des-Sables nous disait hier, la compagnie qui fait le parc éolien, il a dit, au début, il nous offrait 0. Là, on a gagné d'avoir ci, d'avoir ça. Ben, ils les ont achetés. Et le président de la compagnie, à la fin, a dit au micro, ben, il dit là, il dit, je les ai pas payés pour venir vous dire ça. Il venait tout juste de nous dire quel prix ils les avaient payés, justement. Merci, M. Bouchard. Merci, M. Bouchard. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. On se penche sur ce phénomène des fermetures. Ça peut déborder l'industrie du bois parce qu'on sait qu'à ce temps-ci de l'année, on en parle depuis des semaines de toutes ces fermetures d'usines. La question qu'on vous pose, l'industrie forestière entraîne-t-elle la mort des régions du Québec? Et évidemment, c'est presque la mort familiale quand tu n'as plus de revenus, plus de job. Avant de prendre le premier appel, on va vous montrer un tableau qui est assez révélateur de la situation pour vous faire comprendre là, que c'est pas une centaine de jobs qui sont en cause là, avec les fermetures des moulins à scie. Là. Depuis avril 2005, là, c'est 9039 emplois qui ont été perdus. Ce sont des statistiques qui peuvent déjà avoir évolué. Les 700 d'hier ne sont probablement pas dans ces chiffres-là. Alors, fermeture permanente, les fermetures, 2985 emplois, des arrêts temporaires. Mais quand on dit temporaire, c'est temporaire pour combien de temps? C'est ça, c'est indéfini. 4112 emplois. Puis tu donnes le temps aux Américains d'aller s'approvisionner ailleurs. Autre coupure à venir, 1942, quand je te disais 11 000. 11 000 emplois là, qui sont en cause là-dedans. 110 scieries sur 250 au Québec. Sont fermés. La moitié, pratiquement. Ouais, la moitié. C'est énorme. On va prendre un premier appel. On a à Saint-Denis-sur-Richelieu Alain qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi... je voulais simplement vous dire que j'ai travaillé pour une compagnie, une très grosse compagnie de la région, je pense que c'est dans votre coin, Saint-Hyacinthe. Oh, oui. Vous devez la connaître, c'est la compagnie Denarco. Oui. On était spécialisé dans la récolte forestière à brancheuse et abatteuse, toutes ces machines-là. On était quand même assez gros, on importait jusqu'au Brésil, des territoires du Nord-Ouest, partout. Quand j'ai commencé en 92, on était tout près de 500 employés. Puis, c'était une compagnie, au début, qui avait été fondée par un monsieur qui a fait faillite, puis le fonds de la FTQ a racheté ça, a injecté beaucoup d'argent. C'était une compagnie, on était très bien payés, on avait des salaires. Le salaire moyen était environ 16-17 $ de l'heure. Ça allait jusqu'à 22-23. Moi, je me suis aperçu les 5 premières années que ça l'a repris sous le nom de Denarco, parce qu'avant, c'était Équipement Denis. Ça allait passablement bien, mais après ça s'est mis à boiter. Là, mais ça a été quoi la brisure? Là? Où est-ce que vous êtes aperçu que c'était plus comme avant? Ah, c'est quand après, comme je vous disais, après 5 ans, là, ça a commencé, là, les fermetures temporaires, les mises à pied. Mais à cause de quoi, la concurrence? Il y avait d'autres joueurs? Ben, il y avait de la concurrence, puis il y avait aussi qui disait là, que le marché, là, pour l'exportation de ces choses-là, là, c'était moins fort. Est-ce qu'il y avait des concurrents de d'autres pays qui vont entrer dans le corps, savez-vous? Oui, il y en a, oui. Avec des salaires moins élevés. Il y avait une compagnie, Risley en particulier, là, qui voulait bien nous acheter, qui voulait mettre la main sur la compagnie, puis je crois que c'est des importés encore là, qui ont racheté la faillite. Là, je veux dire, là, carrément, l'usine de Saint-Hyacinthe. On avait 2 usines, une à Sainte-Julie, une à Saint-Hyacinthe. Fini. Puis là, c'est fini. Il n'y a même plus personne dans les bureaux. Il n'y a plus rien. C'est fermé. 500 emplois. Fini. Quand est-ce que vous avez été mis à pied? Ben moi, ça faisait 3 ans. Là. Moi, j'ai quitté de moi-même parce que je voyais venir la soupe chaude. Là, puis avez-vous retrouvé autre chose? Il y a des fonds de pension qui se sont perdus. Puis il y a beaucoup de choses qui... C'est dommage, là, mais... Avez-vous retrouvé autre chose? Ben pour l'instant, non. C'est 3 ans. 3 ans plus tard, là. Ah oui, j'ai 41 ans. Je dois vous dire que ça a été quand même assez dur parce que c'était une compagnie, comme je vous dis, qu'on avait des avantages sociaux, on avait beaucoup... c'était une bonne compagnie, là.
le fait que ça allait fermer comme ça l'a pas surpris vraiment. Puis le maire de Saint-Hyacinthe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il s'est claqué une peine de bon sens, il riait de ça, lui, quoi. Il n'a pas entendu parler du maire de Saint-Hyacinthe? Il n'y a pas grand monde, je pense, qui est venu... à votre rescousse, pour essayer de vous aider. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. On va aller maintenant du côté de Trois-Rivières. On a Michel qui est en ligne. Bonjour, madame. Bon, on nous a claqué la ligne. Michel? Oui. Oui. C'est beau? Oui. Bon, OK. Moi, j'ai travaillé dans la parqueterie. Oui. OK, des planchers de bois franc. En 92, moi, je suis rentrée, il y avait 60 employés. 4 mois plus tard, on est tombé à 140. C'est pas tombé, c'est monté, ça. Oui, on est monté à 140 ça s'en vient, là, va retomber après, oui. Non, oui, là, je vais retomber. OK. En février de cette année, en 2006, on nous a annoncé que là, il y avait des restructurations, il fallait qu'ils coupent. Fait que là, ils ont commencé à couper et en juillet, ils se sont ramassés. Maintenant, ils sont à environ 20. 20. Êtes-vous encore là-dedans, vous? Non, moi, je suis plus là-dedans, là. Okay. Moi, je suis embarquée dans les restructurations. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, la concurrence, comment ça? Effectivement. Effectivement, tout rentre ici, puis tout. Ils viennent tous nous gober nos emplois, puis bon, envoyez, on est tous scrappés, puis ça de même, ça marche. Là. Moi, ça faisait 3 ans et demi que j'étais là. Commence à zéro. Est-ce que vous êtes trouvé autre chose depuis ce temps-là? Oui, moi, je me suis recyclée. OK. Mais je pense que je suis en train de me demander si j'étais dans la bonne branche. Là, je suis rendue dans le transport. J'ai suivi un cours sur les camions lourds. Ah! OK. Ça, il y a une demande là, pour les ça. camions lourds pas pour transporter du bois, ils n'en transportent plus. Non, je le sais, mais dans la région de Montréal... Dans le bois, on ferme le bois, donc ça, là, ça devient, au niveau du transport, ça va couper. Là, ça va couper partout, là. Ah non, c'est pas juste les 11 000. Après ça, tu as toute l'industrie périphérique, celui qui le transporte, le gars qui vendait de l'essence au camion qui passait par là, la cantine qui vendait ses sécurité. Les chaînes, ça. Ah non, c'est... Non, mais exactement, là. Mais c'est ça pareil, là. C'est pas juste au niveau des emplois qui sont perdus dans le bois. C'est tout ce qui se rattache à l'entour aussi, là, qui va en souffrir. Là. Mais dans la région de Montréal, il y a une demande quand même pour chauffeurs de camions. Vous, c'est des camions lourds, des 10 roues, quoi, minimum? Moi, je suis sur les 53 pieds, les semi-remorques. Wow! Ouais. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, ça m'a toujours c'est très beau, hein? Quoi? Il n'y a pas plus d'ouvrage, là. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est... Mais moi, je trouve ça... Mais être honnête avec vous autres, je vous fais une confession, une femme qui occupe un métier non traditionnel, moi, ça vient me chercher. Je trouve ça. Il y en a beaucoup de femmes qui conduisent des semi-remorques. J'en crois. Oui, j'ai vu Anne sur un gros bulldozer, j'étais fou comme un balai. Merci, Michel. Bonne chance. Ça prend pas grand-chose pour le mettre. Non. Mais bonne chance, Michel. Une femme avec un soude là, pour torcher, elle pogne la torche. Come on. Bon, OK, je vous rappelle notre question, il faut faire une pause. La question est la suivante ce matin, considérant toutes ces fermetures d'emplois. Donc, l'industrie forestière. 700 mises à pied hier. L'industrie forestière entraîne-t-elle la mort de nos régions au Québec? Quelques courriels? Oui. Des courriels bien tristes. Oui, c'est triste. Karine de Pointe-le-Bel, qui est touchée par les fermetures. Bon, mon conjoint travaille dans une scierie qui sera fermée lundi. Et je peux vous dire que ce sera difficile avec 4 enfants à faire vivre. Et tout ce que nous devons payer, je vous dis, parfois, on pense partir. Il y en a bien de même, hein? Oui, mais c'est pas facile de partir aussi, là. Mais regarde ici, Mme Villeneuve à Mandeville dit, moi, je viens de la région de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, mes oncles travaillent sur la Côte-Nord. De toute façon, les régions sont déjà à moitié mortes, là. Ils vont pas mourir. Puis ce qui reste, là, ce ne sont pas des jeunes. Les jeunes sont déjà partis. Ils sont partis en Alberta, sont partis ailleurs. Mais ce qui reste sur la Côte-Nord, ce sont des gens plus vieux qui attendent leur pension. Ouais. Ici, Bruno, 29 ans de Montréal, il nous traite de bande d'ignorants que nous sommes. J'ai une compagnie qui importe des produits de Chine, des tables de poule, et ils importent, les Chinois, le bois du Canada pour fabriquer les tables. Mon beau Bruno, tu iras faire une recherche sur Internet en politique environnementale et tu verras que la Chine est en train d'acheter tous les droits de coupe de ces pays voisins, justement, pour nous rentrer dans le corps après. Puis ils vont faire du papier journal à très bas prix. Ça va nous coûter presque rien. L'industrie du papier journal... Ils sont en train de leur rentrer le bois chinois. De toute façon, l'industrie du papier journal, c'est une industrie qui est malade ici. Oui, mais avec Internet, là, tu es d'accord avec moi que tu n'as plus besoin diminution, de... en tout cas, les statistiques. Non, les statistiques aux États-Unis sur la diminution de l'épaisseur des journaux là, fait en sorte que ça va prendre moins de papier, c'est tout. On va aller à Saint-Jérôme. On va prendre un appel. Yves est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute.
Bon, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie forestière, puis ça fait 3 ans que tout a tombé, là. Oui. Le gros problème, là, c'est le coût de la machinerie à comparer de qu'est-ce que les moulins à scie vont nous donner par 1000 pieds de bois, d'œuvre, puis autant dans le bois mou que dans le bois franc. Puis ce qui fait qu'un gars là, est obligé de travailler comme un vrai malade pour essayer de joindre les deux bouts. Puis il y en a plusieurs que je connais là, qui abandonnent là, à cause de ça parce que ça n'a pas de bon sens. Aller chercher un skidder là, qui a 30 ans d'usure, puis que tu vas payer ça, là, des 70-80 000 piastres, là, ça n'a tout simplement pas de bon sens. Vous gagnez combien quand vous étiez dans cette industrie-là? Moi, là, dans les meilleures années, là, j'allais chercher à peu près là, 50 000 parce que je travaillais tout seul. J'avais pas les moyens d'avoir un gars avec moi sur la job. OK. Vous faisiez quoi exactement? J'étais bûcheron. J'avais des coupes. Puis l'autre affaire qu'il y a, c'est que quand on arrive dans des coupes, là, il y a eu tellement de cochonnage qui a été fait par les générations précédentes que du beau bois, il n'y en a plus de bout. C'est toute la cochonnerie, des affaires qui pourrissent de bout, qui sont tout grosses. Vous avez peut-être trouvé ma question vicieuse, là. 50 000 piastres, là, c'est plus qu'une infirmière. Trouvez-vous ça normal pour boucher? Attention, là. Les infirmières avec le temps écoutez, là, j'avais des supplémentaire, frais. Je vous dis 50 000 piastres, mais là, j'ai pas enlevé les frais à la machinerie. Non, 50 000 piastres, c'est pas cher payé. Mon père était bûcheron pendant des années aussi, puis il faisait pas des fortunes quand t'as tout déduit puis toutes tes dépenses. Ah non, il y avait l'infirmière non plus. Puis l'infirmière fait pas 50 000. L'infirmière reçoit un salaire avec du temps supplémentaire, c'est clair dans sa poche. Le bûcheron, là, vas-y bûcher dans le bois, tu vois que c'est pas mal plus compliqué qu'un infirmier. Regardez, M. Desmarais, vous allez acheter une chainsaw aujourd'hui, là, pour pouvoir faire la job, là, pour abattre dans du bois franc ou dans du pain qui est le moindrement gros, là. Puis, automatiquement, là, c'est un achat qui vous coûte, là, 1100-1200 piastres. Dans des conditions de travail qui sont difficiles, là, c'est pas facile, là, s'en aller dans le fond du bois, là. C'était des méchantes journées, là. Moi, le soir, là, 8-9 heures, là, 8 heures, bien souvent, je tombais endormi sur le divan, puis à 9 heures, ma femme me levait pour qu'elle me coucher. Puis à 4h30 le matin, j'étais debout pour aller travailler. Vous faites quoi aujourd'hui? Ben là, aujourd'hui, moi, je suis en arrêt parce que à cause de maladie. OK. Ben, bonne chance. Merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné. Bonjour. Merci beaucoup. Martin, du côté de Châteauguay maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas un autre sou à mettre dans cette industrie-là, sincèrement. J'ai travaillé là-dedans pendant 6 ans au Québec, dans le bout d'Amos, mais entre Amos et Matagami. Puis j'étais opérateur d'une ébrancheuse. Puis j'ai pu comparer l'industrie forestière au Québec comparativement en Colombie-Britannique, parce que j'ai resté à Prince-Georges aussi, puis j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. C'est quoi la différence? Pardon? La différence, c'est quoi? Ben la différence, premièrement, c'est pas que nos usines sont pas à fine pointe de la technologie ou quoi que ce soit. On a des usines qui sont assez comparables dans l'ensemble. C'est tout simplement ce qu'on semble dire depuis tantôt au niveau de la qualité de notre bois, puis la distance qu'il faut parcourir pour se rendre, aller chercher ce fameux bois-là. Puis les frais que ça l'entraîne au Québec, je veux dire, l'opérateur de l'ébrancheuse, le chauffeur de skideuse, puis tout ça, il s'en va faire un 200-300 km d'un chemin de garnotte. Lui, il voudra pas fournir son camion pour aller travailler. Ça, c'est sûr. Fait que là, le jobber, ben, il va falloir qu'il fournisse le pick-up pneu au gars, puis pour avoir un bon gars, ben, ça, il prend son bon pick-up 4x4, puis bon, une autre affaire à 35, 40, 45 000. Fait que c'est pas long que ça monte. Mais en Colombie-Britannique, c'est comment? En Colombie-Britannique, ça a été beaucoup mieux géré. C'est de ça que M. Bouchard, je sais pas, la personne qui a parlé en partant. Oui. Bon, c'est ça qu'il disait, que nous, on a coupé n'importe comment. On a coupé un peu partout en se foutant carrément de ce qui s'en venait. Veux pas, là, on est face à un mur. Le bois, il est bien trop loin. Puis quand il dit qu'il reste des allumettes debout, c'est vrai. Présentement, là, je vais à la chasse dans le bout de Matagami, justement. Puis je vois des bûchers, je chasse d'un bûcher là-bas. Mon Dieu, ça des plus gros, ça a 10 pouces à la botte. Qu'est-ce qu'on est capable de sortir là-dedans? 1, 2 par 10, puis 2 par 3 par arbre. C'est de la merde. En Colombie-Britannique, là, on aurait quasiment pu aller travailler premièrement en Mini Cooper. OK? On s'entend. Il n'y a pas il n'y a pas de problème pour se rendre là-bas, c'est entretenu, puis tout ça. Le bois, il est pas très loin. Puis le bois qu'on sort, c'est entre 22 puis 30 pouces à la botte. Écoutez, là, c'est pas même plus dur de mettre un arbre de 24 pouces de diamètre si on veut sur un convoyeur pour envoyer ça dans la scie que de mettre un chicot de 8 pouces pour aller sortir la forêt. Donc c'est fini l'industrie forestière au Québec. À mon avis, ben écoute, je suis pas... Pour faire une histoire courte, là.
je suis pas Nostradamus pour savoir ce qui va se passer, mais à mon avis, on aura beau mettre l'argent tant qu'on voudra là-dedans. La ressource est carrément plus là, il faut faire autre chose. Rappelons-nous une époque, quand on commençait à discuter de la possibilité de contingenter la coupe de bois, dans chacune de ces régions-là, tu avais l'industrie de la pancarte qui disait pas chez nous parce que nous autres, on n'aura pas de job. Regarde, mais c'est-tu mieux là d'entendre Charest puis Nathalie Normando puis Corbeil dire on va moderniser l'industrie, ça donnera rien. Ah non, c'est comme la chaussure. C'est comme la chaussure, faut faire autre chose. Merci de votre appel, merci beaucoup. On va aller retrouver. Merci, au revoir. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître son sujet à midi aujourd'hui au Grand Journal. Bonjour Dave. Bonjour, petite précision sur ce que vous avez parlé tantôt. Juste avant l'intervenant, Martin, quelqu'un qui parlait de ses conditions de travail pour un bûcheron. Oui. Je connais personnellement des gens qui travaillent dans l'industrie forestière. Je viens moi-même de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Et il y a des bûcherons qui travaillent, entre autres, pour Abitibi Consolidated, qui gagnent 100 000 par année. 100 000? 100 000. Mais plus de 100 000 par année. Ils sont payés au bonus, vous allez me dire. Oui, au bonus. C'est ça. Mais c'est plus de 100 000 par année. Non, mais quand tu dis 100 000, c'est payé à performance, là. Payé à la performance au bonus. Mais quand même, les gars vont travailler fort. Des salaires, ils doivent être syndiqués, puis ils ont des bonus. Il y en a qui travaillent très, très fort, travaillent loin de chez eux, demeurent dans des camps, mais font plus de 100 000 par année. Mais si ça rapporte à l'industrie. Bien, c'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même des conditions intéressantes pour certaines personnes qui n'ont pas nécessairement d'études et étudié pour ça. Oui. OK. Et vous, ce midi? On y va. Ce midi, on va revenir sur cette mère de famille dans le secteur de Gatineau qui a vu sa maison complètement saccagée. C'est une folle, ça, là. Moi, j'ai pas une grosse estime d'elle, là. Ah non? Ben, c'est une sautée. Quand t'es rendu que t'appelles la police pour aller dire, peux-tu aller checker, voir... Puis cet enfant-là avait un historique de comportement violent, là. Oui, il semblerait. Et vous savez que l'enfant aurait dit supposément à des amis, venez chez nous, on va démolir la maison. Ben oui. Elle voulait un peu se venger de sa mère. Ben, dans le fond, notre question, est-ce que la mère a bien fait de porter plainte aux policiers? Ben non, elle aurait dû peut-être s'occuper de son gars puis dire, va-t'en ailleurs la fin de semaine ou viens-t'en avec mon chalet, on va fêter l'action de grâce. J'ai hâte de voir les commentaires des gens. Je vais porter plainte contre la mère. Oui, moi aussi. C'est un code DPJ. Merci, on vous écoute à midi. Alors, je vous rappelle notre question aujourd'hui rapidement pour qu'on puisse faire la dernière pause. Notre question, c'est l'industrie forestière, avec les mises à pied, entraîne-t-elle la mort de nos régions au Québec? Le temps file, on va tout de suite prendre un appel. On va aller en Abitibi, tiens, une bonne région de bois, ou qui était une bonne région de bois. Nancy est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, regardez, nous autres, mon mari travaille pour Abitibi Consol à la Champ-Neuf. Okay. On va avoir une fermeture à la fin d'octobre. Vous savez qu'on a à peu près, nous autres, on est dans le secteur des coteaux. Le secteur des coteaux, ça veut dire 5 municipalités ensemble. Il y en a à peu près 95% des gens qui travaillent dans ce moulin-là à Champ-Neuf. Il y a à peu près 5% qui viennent de Barrault et des environs. Vous savez, mon monsieur, que, comment je pourrais bien dire, ceux qui ont 50 ans et plus, là, se recycler là, dans d'autres choses. C'est impossible. C'est impossible, là. Aussi, mon mari, où il travaille, ça fait 20 ans qu'il travaille là sur une machine pour un contracteur. Ici, il n'y a plus de bois, là aussi, il faut que mon mari s'en aille, là. Quel âge qu'il a? Mon mari, il a 45 ans. Bon, il arrive à la cinquantaine, aussi. Donc, se trouver du travail ailleurs, c'est pas trop évident, là. Bon. Êtes-vous prête à déménager? Pardon? Êtes-vous prête à déménager? Moi, je suis pas prête à déménager. Moi, je suis bien dans ma région. On a des petits moulins ici et là, mais c'est pas mal toutes des Abitibi Consol qu'on a à grandeur. On a Kévion, on a Santerre. Bon, vous voyez qu'on a un autre à moi sur le moulin à papier. Regardez, là, ils ne prendront pas un petit monsieur de 45 ans là, qui va aller prendre la place d'un petit gars qui a 25 ans. Là. Okay. Le petit gars de 25 ans, il a pas mal plus d'avenir. Là. OK, merci Nancy. Ben, merci, bonne chance, Nancy. On va aller tout de suite à Shawinigan. Un dernier appel avec Jean-Pierre à Shawinigan. Bonjour. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Bien, on vous écoute rapidement. Écoutez, moi, j'étais estomaqué, j'étais représentant, puis j'arrive chez un de mes clients qui est dans la région de Saint-Tite. Saint-Tite, comme vous savez, qui est une région névralgique au niveau des travailleurs forestiers. Il y en a beaucoup dans cette région-là. Je rentre dans cette compagnie-là qui fabrique, en fait, du plancher de bois préverni, puis qui vendent. Je rentre là, je vois les bundles de bois made in China. Genre avec le contrebande, je dis, voyons donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je dis, nous autres, ils ont pris tout notre bois de Chine. En Chine et au Brésil. Notre solidarité, messieurs, voilà. au Québec. On avait un exemple. Là, quand Bruno nous envoyait un courriel nous traitant d'ignorants, c'en est une preuve que la Chine nous envoie son bois. Ben oui, puis ça fait longtemps qu'ils le font à part de ça. Le pire, M. Gendron, quand vous disiez, ils s'en viennent pas, les Chinois. Ils sont arrivés. Ça fait longtemps qu'ils sont ici avec le bois. Mais même, vous me parlez de ça, dans l'industrie du cercueil à Laval, c'est rendu que les cercueils sont faits avec du bois de Chine, puis c'est tout dans les entrepôts. Ils vont tuer le marché. Ah oui. C'est la même chose dans tous les domaines. Puis je vais vous dire une autre affaire. Savez-vous ce qui est le pire là-dedans?
c'est que le différentiel entre le prix qui payait son bois ici et le prix qui paye le bois de Chine est pas si important que ça. C'est de l'ordre d'à peu près de 15 Imaginez. M'a dit de quoi, à un moment donné, là, je pense que 40 ou 50 je comprendrais, mais à quelque part, là, on ne tient pas, nous autres. On il n'y a pas de morale. Merci beaucoup de Merci Jean-Pierre des précisions. Ça va prendre des barrières de taxes. Ça va prendre quelque chose qui va empêcher cette importation qui tue nos emplois. Tu mets à barrière, pendant ce temps-là, tu diversifies. OK. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée, M. le maire. À demain matin, 9h. Il demande comme décloisonnement au niveau des salles de nouvelles entre sa télévision et son journal de Montréal. Même ses journalistes sont contre lui. Non, c'est pas ça. Quand Pierre-Carl Péladeau veut exprimer une idée en profondeur, il ne le fait pas dans son journal, il le fait dans le Devoir. Pourquoi? Il y a 26 000 lecteurs dans le Devoir, il y en a 200 000 dans le Journal de Montréal. Est-ce que c'est un pied de nez à ces journalistes ou si parce qu'ils pensent que ces lecteurs ne le comprendront pas? Bien, il y a un mot obsolète là, qui a été utilisé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, obsolète? Démodé. Ah, merci, Richard. Bon, alors, il dit... Alors, c'est sûr qu'il aurait dû changer ce mot. Parce que quand il dit dans sa lettre... T'es aussi insultant que lui. Ah, mais c'est ce qu'il doit penser. Il l'écrit dans le Devoir. Et c'est pas la première fois qu'il écrit dans le Devoir. Non, c'est vrai, je l'ai vu dans le passé. C'est pas la première fois. Quand il y a des petits conflits, son opinion, il y a mieux de la passer à quelques intellectuels qui lisent le Devoir. C'est dans la section idées. Oui. Est-ce qu'il y a une section idées dans le Journal de Montréal? Il y a la section des décès. Idée perdue. Ah, courrier du lecteur. Idée passée. Dépassée. Non, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il dit qu'il faut lever la réglementation entre les salles de nouvelles. Et pourtant, ça fait partie... Est-ce que je peux vous raconter une anecdote, mais je nommerai pas de nom. Moi, je connais un juge à Longueuil, dont je vais taire le nom, qui m'a dit... Non, mais c'est parce que je veux pas l'embêter. Okay. Qui m'a dit, il dit, Stéphane, il dit, moi... J'aimerais ça être nommé un juge de plus haute fonction. Il va falloir que j'en parle à ton député. Le chemin était clair. Ouais. C'est par là que ça passe. C'est des nominations politiques. Mais pourtant, il me semble qu'on avait placé des pions pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de possibilités pour tout le monde de devenir juge. Sauf que la décision finale appartient toujours au ministre de la Justice. Bon, tant que ça appartient à un ministre... Mais ça, c'est bien. Est-ce qu'il va être convoqué à un comité de discipline? Il est quasiment dit que les juges qui sont là, on peut se poser des questions. Ils ne supportent pas l'administration du système de justice. Ah, tu penses que le barreau pourrait... Oui, le comité de discipline. Monsieur Maître Lapointe sera-t-il convoqué, mesdames et messieurs? Oh, c'est bête. Tu voudrais traîner, tu voudrais entrer... Mesdames! Ça a failli, hein? Hey, là, au troisième étage, ici, ça a tremblé. Elle commence pas ça. Oh, j'ai eu chaud. Elle commence pas ça. Hey, je regarde, tant qu'à être dans ces pages-là du Devoir, ici, page 9. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Non, mais Pierre-Carl Péladeau écrit sa pensée sur ce qui, dans quelques semaines. Ça va faire aussi 2 ans que la première partie du rapport Gomery a été rendue publique et remise à la GRC. 2 ans. Et 2 ans. On enquête toujours. Non, ben la question à laquelle on est confronté ce matin, c'est beaucoup plus... Est-ce que Gomery, c'était une fabulation d'un juge qui a entendu un paquet de monde puis que ça valait pas grand-chose, ou si la GRC est vraiment incompétente? Est-ce que la GRC est incompétente à ce point-là? 2 ans. Mais tu sais, le fait qu'il n'y ait pas eu de politiciens d'arrêter ni emprisonnés, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits en politique. Il y a beaucoup de langage verbal. C'est dur à prouver, ça. C'est pas grave. Il y a beaucoup d'ambiance. On a fait une enquête, on a découvert un système. Il y avait quelqu'un dans le système. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'aller plus loin? Jean Brault, là, c'est à faire des photocopies de rapports, 1,2 million de T-tax puis de mes-tax. Mais lui, on a une preuve documentaire. Mais quand un chef de cabinet d'un PM appelle pour donner des ordres à Guité, où est-ce qu'elle est la trace? Il n'a pas de trace. Ouais. C'est ça le problème. Tout se fait verbalement. Donc, les plus grandes magouilles se font verbalement. Donc, on est condamné à ne presque jamais rien. Non, c'est fini. Faut tourner la page là-dessus, c'est terminé. J'aimerais ça attirer ton attention aussi sur ce que j'ai lu ce matin. Un texte de Louis Lapointe, qui est l'ancien directeur de l'École du barreau du Québec. Ouais. Louis Lapointe écrit dans Le Devoir au sujet de la nomination des juges, et il fait part de son opinion en disant la chose suivante. Ce ne sont pas nécessairement les avocats les plus compétents qui deviennent juges. Ce sont les avocats les plus influents et les mieux branchés. Donc, ceux qui ont le plus
de dette politique et d'attaches économiques. Ah, donc, le juge Robert de la Cour d'appel, le juge en chef du Québec, c'est parce qu'il avait fait des bons états de service au Parti libéral qui a été nommé à la Cour d'appel? On ne peut pas dire ça particulièrement d'un individu. Je pose une question. Non, on va se faire poursuivre. Attention, là, je pose une question. Non, il a été président du Parti libéral du Canada. Il a été président du Parti libéral du Canada. C'est lui qui avait dit que les souverainistes n'avaient pas assez de plomb dans la tête pour être juge. Ouais. Mais ce que suggère l'école, ce que suggère cet ancien directeur, M. Lapointe, c'est qu'on devrait, avant de nommer quelqu'un juge, le questionner sur son cabinet, ses relations professionnelles, ses amitiés politiques. Comme ça se fait aux États-Unis devant le Sénat avant de nommer un juge à la Cour suprême. Ouais. Tout à fait d'accord. Parce que ce qu'il y a d'étonnant quand on lit ça, c'est que quand tu parles d'un avocat aux gens, si tu fais un sondage, tu vas t'apercevoir que la crédibilité d'un avocat, bien, il y a à peu près seulement 20 de la population qui lui accorde de la crédibilité. Ouais. Tu prends le même gars, tu lui mets une toge, ça tombe à 80 C'est pourtant le même gars qui a la toge. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour. Quel café infecte? Bon, pourquoi t'en bois? C'est dégueulasse. J'ai jamais ça, une tasse devant moi. Je m'abstiens. Ah, toi, tu t'abstiens, c'est ça? C'est pour ça que tu as une vie drôle. Toi. Il passe son temps à s'abstenir. Quelle vie? Quoi? La règle mathématique. 30 divisé par 6. 5. Le 5 mai dernier, Jean Brault, du scandale des commandites, écopait de 30 mois de prison. Oh. On est 5 mois plus tard. Il s'en va en maison de transition, puis très bientôt, la liberté totale. Donc, tu fais de la numérologie? Ah oui, moi, j'aime ça. Ben, c'est comme les codes secrets. Quand je suis les condamnations données par les juges aujourd'hui, je sors ma calculette, puis je dis, voici le coût réel. C'est comme un commerçant. Tu veux savoir ton vrai cost, comme on dit. Le coût réel pour Jean Brault, ça aurait été un peu plus de 5 mois de prison. Mais ils sont tous à l'extérieur. Ils sont tous à l'extérieur. Ben, c'est-à-dire que Guité attend évidemment une décision de la Cour d'appel. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans à peu près 5 ou 6 semaines, non, même pas,